Député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui. Sur le sujet de le projet de loi C-15 concernant la prestation canadienne d'urgence pour étudiants. C'est un autre projet de loi dans le cadre des projets de loi sur l'urgence de COVID-19, la grande pandémie qui a maintenant, c'est une situation inconnue, non pareille. We've never been through anything like this before. On n'a jamais fait face à cela au préalable et on est en train de voir qu'il y a de plus en plus de débats en cette enceinte. On parle de toutes sortes de législations pour aller à la va-vite, pour combler les lacunes. J'ai plusieurs choses à dire, mais avant de ce faire, j'aimerais vous dire que je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui. Je suis sur le territoire non cédé du peuple algonquin et j'aimerais leur faire part de tous nos respects et j'aimerais les remercier de leur patience. Miigwech. Nous sommes aux prises de quelque chose qui est sans précédent. J'ai écouté l'analyse du directeur parlementaire du budget et j'aimerais en parler pendant un moment. J'entends mes commettants, les Canadiens et les Canadiennes qui nous disent qu'ils ont besoin de beaucoup d'aide pendant la pandémie. Mais c'est qui va payer la note de tout cela? Qu'est-ce qu'on va faire quand il faudra en payer la note? Il faut prendre un moment et comprendre que j'ai eu l'occasion de prendre part au comité des finances. J'ai pu poser des questions au gouverneur Steve Poloz de la Banque du Canada. Il a fait un travail extraordinaire avec son équipe. Et j'ai réfléchi à ce que tous les gouvernements dans le monde font. On n'est pas seul dans cette histoire. C'est bien évident, on n'est pas seul à se livrer à cette bataille contre cette crise sanitaire qu'est la COVID-19. Et on n'est pas les seuls à avoir des restrictions pour l'économie ou de prendre des mesures qui vont nous aider. Je ne pense pas que les Canadiens ont vu qu'il y a une certaine absence, mais il y a une absence de choses qu'on ne voudrait pas voir. Par exemple, on n'est pas en train de voir les gens en train de dire qu'ils ont besoin de sortir les fonds tout de suite de la banque parce qu'ils ne font pas confiance. Il n'y a pas de gens qui sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas payer les cartes de crédit en raison des taux usuaires qui sont trop élevés. On a vu des taux qui sont censés chuter. Il y a beaucoup de choses qu'on voit qui sont en fait les résultats de directives très spécifiques suivies par la Banque du Canada, mais aussi par des banques centrales dans le monde. Chers collègues, chers amis, je songe à l'examen du FMI. Il y a des milliards de dollars qui sont dépensés par des gouvernements partout dans le monde. Et ils sont arrêtés par une politique monétaire qui dit qu'on peut s'en sortir, mais il faut faire plusieurs choses. Il faut réduire les taux d'intérêt pour qu'ils soient le plus près de zéro que possible. Donc, on fait chuter les coûts d'emprunter. On va injecter plus de liquidités, notamment avec la Banque du Canada en achetant des obligations à hauteur de milliards de dollars. En achetant des obligations dans la Banque centrale, ça ne rajoute pas le déficit. En fait, ça augmente la liquidité pour qu'on n'ait pas de problème de crédit. Il est important de comprendre que nous avons fait face à des situations où les choses étaient vraiment pires financièrement qu'en ce moment. Et même après tous les fonds qu'on va dépenser, le ratio de la dette au PIB ne seront pas du tout aussi graves qu'ils ne l'étaient dans les années 90. Donc, le rapport du FMI, le rapport du directeur parlementaire du budget, personne ne l'a vraiment dit, mais si vous regardez ces rapports, si vous lisez ces deux rapports, en tant que Canadien et Canadienne, vous savez qu'on n'est pas seul. Les mesures prônées par les banques centrales, par le ministre des Finances et le gouvernement ne va pas nous mettre dans un péril financier. Et il y a une chose qu'on ne dit pas assez souvent, c'est qu'on est dans une position privilégiée. C'est une analogie qui a été utilisée par Steve Poloz lorsqu'il parlait au comité des finances. Il a dit « La COVID sera vraiment plus grave pour les personnes qui ont des problèmes de santé préalables ». Et c'est le cas aussi pour certaines nations quand elles commencent la COVID et qu'elles ne sont pas en bonne santé. Dans notre cas, on avait le ratio de PIB à la dette qui était le plus faible. On a des niveaux records d'emploi. C'est ce que j'ai vu de meilleur de toute ma vie au Canada. Et quand on parle d'un pouvoir financier
On parle de ce pouvoir financier extraordinaire. Bon, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas un problème économique qui va nous suivre. Par contre, il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train d'accroître la dette. On est en train d'accroître le déficit, mais comme le directeur parlementaire l'a dit, c'est une dépense temporaire. Et quand c'est une dépense temporaire, on peut s'attendre à ce qu'on puisse revenir comme on l'a vu après la Deuxième Guerre. Mais il faut respecter certaines conditions. Il faut que le pays reste connecté, main dans la main. J'étais ravie de voir que la vice-première ministre a dit qu'elle appelle hebdomadairement les autres ministres, les premiers ministres plutôt, dans les provinces et territoires. C'est important. Il est important que même s'il y a du chahutage ou de la chicane aujourd'hui, en coulisses, il y a beaucoup de collaboration. Il n'y a pas un seul parti qui puisse s'en attirer le crédit. Oui, c'est vrai qu'au Parti vert, on a dit que 10 ce n'était pas suffisant pour la subvention salariale. On voulait que ce soit 75 Ils l'ont fait. Et c'est vraiment à l'avantage de tous. Il y a certains qui ont pris plus de temps pour le réaliser, mais il fallait qu'on travaille tous ensemble pour y arriver. Alors, j'aimerais revenir à notre point de vue financier. J'espère qu'on ne va pas rebondir en arrière. Je ne voudrais pas qu'on arrive à une économie qu'on connaissait au préalable où il y avait beaucoup d'iniquité. J'espère qu'on va aller de l'avant et qu'à la fin de la pandémie, on va voir que les restrictions sont conformes ou étaient conformes à cette urgence climatique ou sanitaire. On va pouvoir donc moderniser nos entreprises pour maximiser l'efficacité énergétique, pour que chaque édifice produise plus d'énergie qu'elle n'utilise. Qu'on ait un couloir énergétique du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il y a des choses qu'on peut faire pour s'en sortir de cette crise avec de nouveau un État qui sera plus près d'un plein emploi et avec moins d'iniquité. On veut veiller à ce que les personnes âgées aient un logement. Des mesures claires pour veiller à ce qu'on n'ait pas un filet de sécurité rempli de trous, qu'on puisse le réparer et qu'on puisse arriver à un revenu universel minimum. J'aimerais revenir à un point et j'aimerais aussi féliciter les conservateurs, car ce sont les conservateurs qui l'ont écrit. Le sénateur Hugh Segal a écrit un livre qui s'appelle « Bootstraps Need Boots ». C'est le combat d'un conservateur pour mettre un terme à la pauvreté. J'aimerais bien que ce combat soit moins solitaire et j'aimerais remercier Hugh Segal d'avoir proposé un livre à un moment où le sujet de revenu universel de base n'a jamais été un sujet aussi important. Et j'aimerais faire une pause maintenant. J'en avais parlé avec l'honorable député de Glanton. Certains disent que c'est un revenu garanti, d'autres disent que c'est un revenu universel. Nous, dans le Parti vie, on dit que c'est un revenu garanti parce qu'on veut veiller à ce que le montant que chaque Canadienne reçoive puisse créer une situation qui soit une situation dans laquelle ils pourront vivre et qu'ils ne se retrouvent pas dans un niveau de pauvreté qui soit un petit peu meilleur que leur état préalable. Mais c'est un débat pour un autre jour. On est ici pour parler du projet de loi C-15. On l'a vu, ça arrive en vague, c'est une réponse à la pandémie et on peut se dire que, oui, d'abord, le gouvernement a regardé les gens qui n'étaient pas admissibles à l'assurance-emploi. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette prestation canadienne universelle? On a dû veiller à ce qu'on accroisse ce fonds. On voulait réduire les prêts étudiants. Et dans ce cas-ci, il y a 19 parties dans le projet de loi et on parlait des impacts sur les Canadiens. Il n'y avait pas assez de choses pour les petites entreprises. On a martelé ce point. Le projet de loi C-14 nous a donné d'autres choses. On parlait de programmes pour aider les petites entreprises avec un accès aux prêts pour couvrir le loyer. Il y a des annonces qui sont faites au quotidien, mais il y a encore des gens qui tombent entre les mailles des filets. Il y a encore des petites entreprises qui tombent entre les mailles du filet. Et aujourd'hui, on va aider les étudiants. Il est très important de reconnaître que bon nombre d'étudiants ne gagnaient pas 5 000 $ l'année dernière, donc ils ne sont pas admissibles pour la PCU. Ils ne peuvent pas s'attendre à avoir des emplois cet été et le programme d'emploi été ne peut pas absorber le nombre de personnes qui ont besoin d'un supplément de revenus en ce moment. Bon nombre d'étudiants, comme on l'a entendu, sont des étudiants, des étudiantes qui sont mariés, qui ont des enfants. Ça peut être une mère monoparentale qui a des enfants, mais qui va aussi à l'école.
À l'heure actuelle, la prestation fournie n'est pas suffisante pour aider toutes ces personnes à payer leurs factures. En effet, initialement, on parlait de 1 250 $ et je vois que dans cette législation, le ministre va peut-être apporter des changements par voie réglementaire pour améliorer le tout. Le ministre de l'Emploi et du Développement social fait en sorte que si on veut changer le montant ou si on veut changer le nombre de semaines disponibles, le ministre doit recevoir l'approbation du ministre des Finances. Personnellement, j'aurais fait l'inverse dans cette législation. Les conservateurs ont rendu le tout plus restrictif. Personnellement, j'aurais veillé à ce que le ministre de l'Emploi et du Développement social puisse apporter ces changements sans avoir à demander la permission du ministre des Finances. J'aimerais prendre une pause. Je sais que le ministre de l'Emploi et du Développement social est là avec nous aujourd'hui. Elle est là. Elle a été là toute la journée. J'aimerais la remercier de son travail. Elle travaille d'arrache-pied, comme les autres ministres. Je sais que c'est une maman. Elle a des enfants à la maison. Et tout comme mes amis qui ont des enfants à la maison, de garder les enfants occupés tout en étant sur l'ordinateur nuit et jour et au téléphone pour apporter les changements les plus importants dans ce portefeuille-là, eh bien, je sais que c'est une tâche titanesque et j'aimerais la remercier de toute la diligence dont elle fait preuve. Il manque quelque chose et ça me préoccupe, ça préoccupe le Parti vert. Qu'en est-il des étudiants internationaux? Cette législation s'applique à une personne qui est une citoyenne canadienne. Ça s'applique aux Autochtones canadiens, ça s'applique aux résidents permanents, tels que définis dans la loi sur l'immigration, ou encore à une personne protégée en vertu de cette loi-là. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les étudiants internationaux? Il y a quelque chose de l'ordre d'un demi-million d'étudiants internationaux. Ce programme contribue à hauteur de 20 milliards de dollars pour l'économie canadienne et embauche environ 170 000 Canadiens. Comme on le sait, les étudiants internationaux paient des frais très élevés, plus élevés que les autres. Ils arrivent au Canada, ils doivent contribuer à notre économie en payant leur loyer, en achetant l'épicerie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était sur la CBC il y a quelques jours. Il y avait une jeune femme qui était interviewée. Elle parlait de son expérience à titre d'étudiante étrangère au Canada. La propriétaire de son appartement lui disait de ne pas s'inquiéter si elle ne pouvait pas payer son loyer et c'était la propriétaire de son appartement qui achetait son épicerie. C'était un beau moment canadien, ça m'a vraiment donné les larmes aux yeux. Cette étudiante disait que si la propriétaire n'avait pas été là, elle ne pourrait pas se loger et elle ne pourrait pas se nourrir. Mais qu'en est-il des étudiants internationaux qui n'ont pas une telle propriétaire ou locataire? S'ils faisaient 5 000 $ l'année dernière, ils sont admissibles pour la PCU. Mais s'ils n'ont pas gagné 5 000 $, ils ne sont pas admissibles. Si c'est un étudiant ou une étudiante internationale et un résident permanent, ils sont admissibles en vertu de cette prestation canadienne d'urgence pour étudiants. Par contre, s'ils ne sont pas des étudiants permanents et s'ils n'ont qu'un visa étudiant, ils ne sont pas admissibles. C'est un problème qui a été ciblé par la Fédération canadienne des étudiants. On a demandé à ce qu'on améliore le tout. Ils demandent deux choses. Tout d'abord, que ce soit 2 000 $ par mois. Le ministre peut le faire par voie réglementaire. Mais il va falloir qu'on revienne pour légiférer le tout pour changer la définition d'étudiants pour que ça s'applique aux étudiants internationaux, à moins qu'on utilise un autre programme comme le programme d'emploi-été. Il y a donc quand même une grande préoccupation pour les gens qui tombent entre les mailles du filet. La façon la plus simple pour éviter le tout, et j'aimerais revenir à ma référence sur un revenu universel garanti, ça ferait en sorte qu'il n'y a personne au Canada qui se trouve dans une telle situation d'insécurité économique qu'elle ne pourra plus s'acheter des aliments ou payer son loyer. Ça aiderait les personnes qui ne rentrent pas dans ces programmes-là. Et je dois vous dire que je suis très reconnaissante de l'effort de tous les ministres et de tous les fonctionnaires qui travaillent d'arrache-pied. On voit qu'ils travaillent, on est au téléphone avec eux, on parle avec eux le samedi, on parle avec eux le dimanche. Si les Canadiens ne le savent pas,
Si j'appelle quelqu'un la fin de semaine, je vois que les fonctionnaires travaillent 7 jours sur 7. Ils travaillent de longues heures. J'ai travaillé avec eux pour rapatrier les Canadiens qui étaient coincés dans d'autres pays. C'est incroyable. Le secrétaire parlementaire du ministre d'Affaires mondiales Canada travaille très fort. Toute l'équipe d'Affaires mondiales Canada se sont convertis et ils font ce que je fais moi-même. Ce sont des agents de voyage à temps partiel parce qu'ils ont pu sauver des Canadiens dans plus de 144 pays. Donc, ils ont travaillé très fort et j'ai vu qu'il y a beaucoup de travail quand j'appelle les gens le dimanche et que des fonctionnaires du ministère des Finances ou des services correctionnels ou encore des Affaires autochtones me répondent un dimanche. Même si je remercie tout le monde, cela ne veut pas dire pour autant que je trouve que tout soit parfait. Mais pour nos auditeurs, il faut que les Canadiens et Canadiennes comprennent qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent de façon que je n'ai jamais vu le gouvernement travailler de ma vie. Et c'est important de leur dire, tout comme on le dit à nos intervenants de première ligne, on le dit aux gens dans nos quartiers qui sont encore en train de travailler dans l'épicerie, qui conduisent des camions, qui sont en train d'ensemencer les champs. Il faut remercier toutes les personnes qui font un travail alors que bon nombre d'entre nous sommes confinés. On est tellement reconnaissants, on est très reconnaissants et je remercie les fonctionnaires. J'avais l'histoire d'une amie qui avait un appel sur Zoom avec sa famille et le mari a mentionné que sa femme travaillait dans la fonction publique fédérale et il a dit « ma femme » et il a commencé à pleurer. Il y a un niveau de stress pour les familles qui travaillent dans la fonction publique et j'aimerais prendre un moment pour les remercier. J'aimerais les remercier tous et toutes. Donc, lorsque je parle de la kin, ça ne veut pas dire c'est pas assez bon, je suis fâchée. Ça veut dire il faut continuer à travailler. Et après coup, on pensera peut-être qu'il aurait fallu prendre juste une mesure comme on le préconisait, mais il faut nous aider les uns les autres autant que possible. Et pour cela, il faut être aimable envers ceux qui n'ont pas fait tout ce qu'on souhaiterait. Jamais personne n'a travaillé plus fort. Je pense qu'il faut réduire à sa plus stricte expression notre partisanerie. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait aucune partisanerie. Nous sommes tous dans le même bateau. Et quand ce sera terminé, on pourra essayer de se faire du capital politique ou marquer des points à la télé. Mais maintenant, nous devons être profondément reconnaissants de vivre dans ce pays. On pourrait vivre dans un autre pays où on est comme en Équateur ou en Inde, sachant ce qui pourrait arriver sur le continent africain, sachant tous les efforts que les gens font et sachant que nous vivons dans une sécurité relative. Et je sais que tout le monde ici présent le reconnaît, que nous avons de la chance de vivre dans ce pays. Donc, je me demande si on peut en faire plus pour le monde en développement, pour éviter la famine. Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire un peu plus? Mais entre-temps, je vais appuyer pour ce projet de loi, mais en suppliant qu'on en fasse plus pour les étudiants étrangers, pour qu'on élabore un programme pour que personne ne passe entre les mains du filet. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Stinson-Richmond East. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée de Saanich-Gorfallen pour sa défense passionnée des étudiants étrangers. Je ne sais pas combien de députés en cette Chambre ont été étudiants étrangers au Canada. Moi, j'ai été étudiant étranger il y a quelques décennies et c'est ce qu'on nous appelait à ce moment-là. Comme elle le disait, nous apprécions ce que le Canada nous offrait, mais nous savions que nous étions des étrangers dans ce pays et nous étions reconnaissants au pays de faire preuve de générosité envers nous pour permettre que nous venions ici obtenir une éducation égale à celle de tous les autres Canadiens. Nous étions aussi heureux de l'occasion qui nous était donnée d'être autonomes dans ce pays. C'est pourquoi
Lorsque quelqu'un demande un visa d'étudiant au Canada, nous devons prouver que nous pouvons subvenir à nos besoins au Canada et nous sommes fiers de l'autonomie, de la débrouillardise des étudiants étrangers qui ne veulent pas être un fardeau pour la société canadienne. Et en tant que parlementaire en cette Chambre, nous ne sommes pas simplement responsables d'exprimer de la compassion, mais nous devons se rendre compte des conséquences financières. Notre compassion a un coût. Ou bien on emprunte de l'avenir, on grève l'avenir de des générations futures, ou bien nous réduisons nos dépenses. Il n'y a pas 56 solutions. Alors, j'apprécie que la députée de Sandwich défende les étudiants étrangers, mais je pense que ce n'est pas responsable et je pense que les étudiants étrangers eux-mêmes ne l'appuieraient pas. L'honorable député de Sandwich. Eh bien, je remercie mon honorable collègue. Lorsque ces étudiants étrangers viennent au Canada, parfois, on dit que ce sont les futurs Canadiens idéaux. Il y en a dans ma circonscription qui sont restés, qui sont devenus Canadiens. Et c'est vrai, il faut qu'ils prouvent qu'ils peuvent s'appuyer. Mais jamais on leur a demandé s'ils pouvaient subvenir à leurs besoins en pleine pandémie lorsqu'il n'y a pas d'emploi. Alors, les circonstances sont extraordinaires et notre réponse doit être extraordinaire.